Bonjour, bienvenue à cette série de balados sur les parents aidants en premier épisode psychotique. Aujourd'hui, on reçoit une psychiatre et thérapeute familiale et une parent aidante de famille. Sans plus attendre, on va y aller avec le sujet du jour qui est le partage judicieux et de son vécu avec les jeunes et les parents aidants famille aussi. Donc, ma première question, selon vous, à quel point est-il approprié dans la relation d'aide de commencer à partager son vécu personnel? Moi, en ce qui me concerne, en tant que parent aidant de famille, je le fais à la première rencontre. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que je fais juste nommer que j'ai vécu une situation similaire à la leur, aux gens que j'accompagne, sans vraiment partager en détail ce que j'ai vécu. Je fais pour créer un lien puis une confiance avec les gens que j'accompagne. Je leur dis d'emblée, je suis parent aidant de famille et j'ai vécu une situation comme la vôtre. Et je trouve que ça crée un lien de confiance avec eux tout de suite en partant. Puis ça leur permet déjà une ouverture à mon égard puis une confiance. Ouais. Bien, je pense qu'un peu similaire à toi, je vais dire que j'ai vécu une hospitalisation, peut-être deux, mais je ne vais pas rentrer nécessairement tout de suite dans mon vécu immédiatement parce que je pense que l'écoute au niveau des jeunes qui vivent une psychose ou une rechute ou quoi que ce soit, elle est moindre dans des moments d'hospitalisation. Puis je laisse vraiment plus place à l'écoute, là. Puis pour ta part, toi, en tant que thérapeute? Bien, en tant que thérapeute familiale, moi, ce que j'aime bien, c'est dire aux parents, aux familles que je rencontre que moi aussi, je suis un parent, que j'ai aussi une famille, puis que je suis vraiment pas là pour les juger, qu'on fait tous partie d'une situation de vie qui peut aussi se ressembler. On n'est pas que dans la pathologie. Je trouve ça important. Puis comment tu décides de ce que tu partages de ton expérience? Bien, je décide pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je trouve qui est instinctif. Ça vient naturellement. D'abord, on n'est pas là pour parler de soi. Même en tant que parent aidant de famille, je suis pas là pour raconter mon histoire. Je suis là surtout pour écouter, donner de l'espoir et valider les émotions que les gens vivent. Donc, moi, je suis là simplement pour accueillir. Et quand je sens que ça peut servir le propos, ben là, je vais donner une petite touche pour faciliter une conversation, pour que ça soit plus fluide, pour qu'ils sentent mon support aussi. Je vais dire, j'ai vécu quelque chose de similaire, je comprends ce que tu ressens. Puis je trouve que ça, des fois, ça nourrit la discussion, mais en gros, je suis vraiment là pour écouter, pas pour parler de moi, là. Je comprends, puis de la même façon un peu que toi, des fois, je garde en mémoire des choses qu'on me dit pour justement, des fois, l'utiliser plus tard ou ce que c'est plus propice. Je pense à un moment où est-ce que tu sais, moi, ma mère est décédée, puis c'est là que j'ai fait ma première psychose. Puis c'est pas parce que un jeune vit la même situation que moi que je vais le dire d'emblée. Est-ce que c'est un bon moment pour lui, tu sais, de savoir que moi aussi, c'est la même chose? Peut-être pas, mais tu sais, au fil du temps, peut-être que je vais avoir un meilleur lien. Puis je vais pouvoir lui rappeler, tu sais, que je me souviens de ce qu'il m'a dit, puis que ça bonifie notre relation, tu sais, des fois d'être patient par rapport à tout ça. Puis, tu sais, tu l'as clairement bien dit que des fois, des petits glimpses, des petites parcelles de vécu, ça fait tout son sens. Puis de ne pas outshiner aussi le vécu des autres. Pour nous, en paraidance, c'est super important, tu sais. Même en paraidance famille, tu vas arriver à quelqu'un, mon fils, telle chose. Ah oui, mais moi, mon fils, non, c'est pas comme ça. Comment le vécu d'un parent aidant ou d'un parent aidant de famille vient-il influencer l'équipe? Puis tu pourrais commencer, Marie-Claude, si tu le veux bien. Moi, je trouve ça très riche. Puis je pense que ça peut nous amener à prendre conscience de situations auxquelles on n'aurait pas pensé. Vraiment. Nous sensibiliser sur des points qui nous étaient... On parle de tâches aveugles, des points qu'on n'avait même pas réfléchi tellement on est habitué d'être dans une situation qui n'est pas naturelle ou normale pour les gens qui la vivent. Alors, à ce moment-ci, moi, je pense que ça peut nous pointer sur des zones qu'on n'avait pas remarquées. Et ça, je trouve ça très, très, très aidant. Très aidant. Un peu la même chose que Marie-Claude. Pour moi, c'est d'apporter un côté, l'angle mort qui pourrait arriver dans une situation. Puis souvent, ben, les médecins, tout ça, vont avoir une approche plutôt clinique. Puis nous, on va apporter le côté humain de la situation parce qu'on l'a vécu. On va dire, oui, mais
allô, moi j'ai vécu ça, puis ce que ça m'a fait ressentir, c'est telle affaire. Puis des fois, ils font comme, ah oui, OK. Ils n'avaient pas vu cet angle-là de la situation du cas. Puis moi, j'aime aussi dire que pour les cliniciens, on est des fois appelés à se déplacer dans le corridor, puis on est comme un gage d'espoir mobile, tu sais. Tout à fait. On marche, puis tu sais, on est des fois parfois découragés, tu sais, on trouve que le jeune se rétablit pas ou que la famille, puis de voir des gens qui sont rétablis au quotidien, je pense que c'est gage d'espoir. Lors de l'intégration d'un père aidant, on lui demande souvent de partager son vécu avec l'équipe. Quel impact cela peut-il avoir, selon vous? Moi, je te lance cette question-là plutôt. Ben, je pense que de partager son vécu, ça normalise qu'est-ce que les jeunes peuvent vivre. Puis je pense que ça normalise qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, mais aussi leur souffrance. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous à avoir un moment ou l'autre, le désespoir. Ça normalise le rétablissement au complet, puis d'apporter aussi de la patience. Moi, c'est mon mot préféré, honnêtement. Je trouve que c'est long, des fois, se rétablir, puis ça vient normaliser que c'est pas facile, qu'on n'est pas seul aussi, là. Oui. Oui. Moi, je trouve que ça permet aussi aux familles d'entendre un père aidant à un moment particulier, par exemple, il faut choisir le moment, de peut-être entendre une partie qu'ils n'entendent pas de leurs proches. Ça peut donner aussi l'occasion de réfléchir parce qu'on l'entend de plus loin que la personne avec qui on vit. Puis ça peut donner de l'espoir, comme tu disais. Ça pourrait donner du désespoir si on choisit de dire des choses qui sont peut-être pas appropriées au moment où la famille est rendue, finalement. Puis c'est là, je pense que des fois, il y a une marge d'erreur qui est possible aussi, puis c'est de la supporter dans la réaction aussi, parce que ça peut arriver, tu sais, que ce soit les proches. Ah ouais, si long que ça, un rétablissement, ben ça peut être long. Ça peut être long. On va y aller avec une prochaine question. As-tu déjà partagé quelque chose que tu as regretté ou trouvé trop personnel? Moi, jamais. Non. Non, sérieusement. Non, j'ai jamais partagé quelque chose. J'ai fait « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû dire ça ». Cependant, a posteriori ou avec rétroaction, je me dis « Ah, c'était peut-être pas nécessaire. Ce commentaire-là était peut-être pas nécessaire. J'ai pas senti que je donnais du mouvement à la discussion, par exemple. Mais rien que j'ai regretté vraiment. Là, je trouve que on apprend dans la pratique, hein? C'est ça qui fait qu'on devient bon à se dévoiler aussi. Donc, c'est vraiment une question d'essai et erreur. Puis je le mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, parce qu'on est vraiment là en support. Fait que on est là pour aider, puis on est bienveillant. Fait qu'on fait pas tant d'erreurs. Mais des fois, bouf, il y a des cailloux qui tombent à l'eau, puis que ça fonctionne pas. Mais c'est pas si grave, là. Pour moi, il n'y a pas de regret, là. Ben, je vais dans le même sens que toi. Il y a des choses qui vont venir, puis j'essaie de ne pas apporter du travail le soir chez moi, mais qui vont venir me hanter légèrement. Est-ce que c'était un bon moment pour dire ça ou quoi que ce soit? Mais j'aime le fait que tu dises qu'il n'y ait pas vraiment d'erreur, puis qu'un peu tout se rattrape aussi. Je pense que aussi, il faut regarder comment on se sent aussi par rapport à ce qu'on va divulguer. Est-ce qu'on sent l'énergie pour le faire? Puis qu'est-ce que ça vient nous faire comme un peu un compte transfert ou quoi que ce soit? C'est se protéger de nous aussi, puis il faut que le partage soit judicieux pour le rétablissement de la personne aussi, là. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la relation qu'on partage son histoire? Ça dépend ce qu'on veut dire par histoire. Moi, j'ai une série d'histoires dont je me sers pour à la fois amener une alliance. Donc, on dit des termes techniques, s'affilier à la famille, donc se rapprocher des gens. Je dirais des familles, des jeunes aussi. Donc, comment je vais aborder les choses pour être plus près? Est-ce que les gens vont m'accepter dans leur groupe? Donc ça, j'appelle ça le small talk. Le small, smart talk. Parler de choses qui sont quand même légères, mais qui nous unissent en tant qu'humains aussi.
Donc ça, c'est un premier point. Les trucs plus profonds, je dirais qu'il faut être capable de lancer... faut lancer une balle qu'on est capable de rattraper avec notre gant. Si on parle du baseball. Donc, être capable d'apporter quelque chose qu'on va être capable, après ça, de retravailler si jamais on nous le retourne. Et de juger du temps. Parce qu'il y a peut-être que certains dévoilements ou certaines situations qui pourraient amener quand même les personnes à réagir particulièrement. Et ça, on ne sait pas toujours. Mais comme tu dis, ça peut se rattraper. Ben c'est ça. Des fois, faut être conscient que oui, nous, on se sent prêt, mais est-ce qu'on est au courant que la personne peut réagir? Faut rester à l'affût de ça, là. Puis pour toi, au niveau de qu'est-ce que ça l'apporte que tu racontes ton histoire, on a parlé beaucoup de normalisation, mais au-delà de ça, je pense que le lien. Le lien, la validation de ce qu'ils vivent aussi, normaliser ce qu'ils vivent, puis aussi la déstigmatisation de leur état. Ils sont souvent seuls. Moi, je me suis sentie tellement seule. Alors, je pense que de parler à quelqu'un qui vit une expérience similaire à la leur, c'est comme un attachement qu'ils ont. Là. Je pense que pour eux, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui peut comprendre au même niveau. Là. Moi, en tout cas, je sens vraiment que je peux faire du bien à ce niveau-là. Le fait que j'ai vécu la même chose qu'eux va vraiment créer un lien fort. Puis je t'écoute parler, puis ça me fait sourire, puis je me dis tellement que tu dois avoir des familles qui sont comme veulent devenir ta meilleure amie ou parce qu'ils voient vraiment une connexion. Puis des fois, c'est avec les intérêts ou le vécu que les liens se forment. Fait que ça prend tout son sens, la paraidance au final. Oui. En tant que clinicien, vous devez généralement pas partager votre vécu. Quel risque cela comporte-t-il? Comment se protéger dans ces situations-là? Bon. En tant que clinicien, c'est pour ça que je dis que je n'engage pas à la fois ma profession dans ce que je vais dire et je l'utilise, comme je disais, comme outil. Donc, pour moi, si j'utilise des situations personnelles, ça va être dans mon bagage pour soit m'affilier, donc m'approcher des gens, diminuer leur stress aussi, parce que souvent, les gens vont venir en famille, ils vont dire « Ah, qu'est-ce qu'on va se faire juger? » Et sinon, pour aller illustrer quelque chose que j'arrive pas à aller chercher autrement. Donc, je raconte des histoires. Mais mes histoires sont réfléchies, sont utilisées. C'est des histoires de la vie quotidienne. Je suis pas dans la psychopathologie ou dans le vécu, mais un vécu humain qui me rapproche des autres et moi, ce que je trouve, c'est que ça sert à permettre aux gens de se sortir, eux, de leur situation un peu... difficile, et là, de se remettre dans une position où on dit la mentalisation, d'observer. Je leur dis, ben vous me racontez ça, ça me fait penser à quelque chose, et ce quelque chose-là, pendant ce temps-là, eux s'assoient, relaxent, et ils vont se mettre à réfléchir. Ils sont aussi curieux de ce que je vais dire, donc parfois, ça me sert même pour réguler les émotions. Je dis toujours que quand ça monte trop haut, il faut aider à ce que ça descende pour être capable de continuer à en faire quelque chose, donc à mentaliser. Donc, c'est vraiment des outils pour le travail thérapeutique. Selon vous, en quoi la paraidance complète le travail des cliniciens et qu'est-ce qui en fait sa plus-value? Bien, moi, je pense dans mon cas, c'est que de prendre le temps avec les familles, avec les gens qui prennent le temps de se déposer, de se raconter, j'enlève une bonne couche. Puis après ça, je pense qu'ils peuvent mieux adhérer au suivi puis aux cliniciens. Parce ils ont pu raconter leur histoire, donc ils sont plus disposés à écouter ce que les médecins ont à dire ou les intervenants pivots. Puis, je pense que je leur enlève une charge de travail aussi. Je suis d'accord avec toi. Puis souvent, en tant que paraidant, on a plus de marge de manœuvre au niveau du temps. Puis on crée un pont avec l'équipe aussi. Exact. Puis par rapport à la paraidance, c'est tellement important d'avoir ce temps-là parce que on utilise notre bien-être, on est des modèles un peu de rétablissement, puis d'avoir le temps, de prendre le temps, ça fait tout son sens, là. Puis on le sait que ça prend du temps aussi, le rétablissement, fait que de prendre le temps, d'avoir le temps. Puis selon toi, la plus-value de la paraidance? Il y en a plusieurs, parce que
je peux pas témoigner d'une situation que j'ai pas vécue. Je peux témoigner de ce que j'ai entendu en général, mais ça amène vraiment un focus sur « wow, ces gens-là, ils l'ont vécu ». Je dirais aussi que ça nous permet, effectivement, ça aide. Puis ça peut aider à reprendre aussi des termes que nous, on s'est dit « oups, ça n'a pas passé ». Peut-être que ça serait plus facile d'entendre une autre maman ou un jeune qui a vécu la situation. Des fois, ça va aider le jeune qui va se sentir moins seul, mais parfois, ça va aider les parents encore là à mieux saisir qu'est-ce que ça peut représenter. Oui, puis d'expliquer à un parent un processus de rétablissement, puis de leur donner de l'espoir, puis de leur dire, mais écoutez, on est rendu là dans le rétablissement, mais c'est un parcours, c'est un cheminement. On enlève quand même un poids sur eux, tu sais, parce que moi, je me rappelle quand ça m'est arrivé, je savais pas qu'est-ce qui s'en venait pour moi, puis ça devient très anxiogène comme proche quand tu accompagnes ton proche. Donc, de permettre d'expliquer un peu un processus, de donner des outils, c'est très, je pense que c'est très valorisant, c'est très aidant pour une équipe. Puis je pense que à quoi ça me fait penser, c'est les liens qu'on peut créer. C'est tellement important. Je pense qu'en santé mentale, il y a comme une histoire qui est derrière nous qui a apeuré un peu les diverses sociétés. Puis, tu sais, de reconstruire cette relation-là avec des personnes qui l'ont vécu, je pense que c'est super important. Puis, une fois qu'on a le lien de confiance, on peut faire des ponts avec les cliniciens. Ouais. Je pense que ça a vraiment un plus-value à ce niveau-là aussi, là, de travailler ensemble pour le bien-être de tous, là, autant que ce soit les parents aidants, les parents aidants famille, les familles, puis la relation que les gens ont avec la psychiatrie, essayer de changer ça un peu, je pense que ça aide énormément. Je pense qu'il faut juste être sensible, par exemple, à ce que la personne ou la famille peut prendre. Parce qu'il y a le rythme, comme tu disais tantôt, il y a un rythme. Exact. Hein? Et c'est là qu'il faut être, je pense, sensible à pas juste ce qu'on va dire, mais tout ce qu'on a comme signes non-verbaux. Ou est-ce qu'on adhère, on n'adhère pas, ou oups, les gens réagissent sur ces... Ouais. Tu apportes quelque chose tellement important, je trouve, je sais pas pour toi, là, mais le non-verbal, l'observation, tu sais, c'est... Oui, on est dans la discussion, mais il faut garder, tu sais, l'œil sur, tu sais, ce qui se passe là, autour de nous. C'est tellement, tellement riche. Merci pour ça. Quels sont tes repères ou balises pour te protéger émotionnellement? Puis on va conclure avec ça parce que c'est important qu'on soit protégé parce qu'on partage notre vécu. On est pratiquement les seuls, entre parenthèses, à le faire. Comment tu te protèges? Faut prendre des vacances. Non, mais sérieusement, faut prendre des vacances. Mais il faut aussi, je trouve que on a une belle pratique parce qu'il faut apprendre à se connaître au bout. Puis ça, apprendre à se connaître, c'est dire « Ah, OK, là, je me sens fragilisée, j'ai plus d'énergie pour recevoir, j'ai besoin, moi, de prendre soin de moi aussi. » Puis ça vient avec l'expérience puis la pratique, je trouve, d'être capable de rester vulnérable puis en même temps savoir quand ça bascule. Puis c'est un peu ça qu'on enseigne aussi aux gens qu'on accompagne, tu sais, c'est que trouver l'équilibre. Fait qu'il faut le trouver pour nous-mêmes. Puis nous, ben, je trouve qu'on a une super belle communauté de pratique. Fait que dans la communauté, on peut aller aussi chercher du support. Puis ça, pour moi, c'est plein de petits trucs comme ça. Bien me connaître, aller chercher une ressource avec les gens avec qui je travaille. Puis c'est ça, je te dirais. Puis moi, ce que ça me fait penser, c'est de faire des mini-introspections avant mes suivis, ou du moins avant mes journées, là. Comment je me sens? Est-ce que j'ai la force de partager tout mon bagage aujourd'hui? Est-ce que je vais en enlever un peu aujourd'hui puis le remettre quand je vais aller mieux? Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Merci. C'est super agréable. Je vous laisse en vous disant un mot qui est moment présent. Puis vacances aussi. Merci.